personnalités qui font l'actualité. Avec nous, Hayat Zouflam, et on a aussi un invité de marque aujourd'hui. On va le présenter tantôt. Azoula Hayat. Ouais. L'invité d'aujourd'hui, c'est Monsieur Amin Serhani. Vous êtes connu, c'est vraiment facile de vous trouver sur l'internet, sur les réseaux. Amin, c'est le directeur exécutif du Centre d'écoute et d'aide pour les Maghrébins. Azouflek, merci d'accepter l'invitation. Je vous remercie. Merci pour cette radio de m'avoir invité. Et je salue vos auditeurs, auditrices de ce soir. Pouvez-vous nous dire c'est qui Amin El-Amin? Alors, je m'appelle Amin. Pas Amin. El-Amin, oui. C'est le prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est important de le souligner. Ouais. Donc, c'est un prénom choisi mes parents, pour rendre honneur à notre prophète. Et je suis né au Maroc, à Casablanca. Et j'ai étudié au Maroc. Et par la suite, j'ai eu la chance de travailler pour les Nations Unies, pour l'agence ITC, International Trade Center. Donc, c'est le centre du commerce international. C'est là où je travaille entre 2008 et 2018. Et j'ai beaucoup voyagé. Dans le cadre de mes missions. Pourquoi Québec? Parce qu'au Québec, nous, les deux indicateurs sur lesquels on s'est basé, c'est la qualité de l'air et la qualité de l'eau. On est venu pour ça. Qualité de l'air et qualité de l'eau. Exactement. Intéressant. Voilà, on est venu que pour ça. Voilà, parce que on a fait un benchmark, on a étudié un peu toutes les options que nous avons. Oui. Et nous avons choisi le Québec. Il y a aussi le racisme il y a une loi contre le racisme. Oui. Donc on est en quelque sorte protégé ici. Oui. Dans d'autres pays, on a un risque important. Oui. Voilà. Mais ici, on a moins de risques. Il n'y a pratiquement pas de racisme. Je suis là depuis 7 ans. J'ai jamais subi de racisme au Québec. On est là, chers éditeurs et éditrices. On est là pour parler de la criminalité et la violence qui touche nos jeunes. Quand on parle de nos jeunes, c'est les jeunes c'est des jeunes québécois d'origine maghrébine. Ça, c'est en général. Récemment, d'après les statistiques et les chiffres que j'ai vu cette semaine, vraiment, c'est effrayant. Quand on voit des jeunes de 16 ans, 18 ans, recrutés par des gangs de rue, par des différents gangs, sont victimes de quelques chicanes de rue. C'est terrible. Là, on est avec El-Amin Serhani, pour parler de ce drame qui touche notre communauté et comment on va, en tant que communauté, comment on peut faire face à cette vague de criminalité. Alors, ce que vous appelez drame touche la jeunesse québécoise, ça ne touche pas notre communauté. Oui. Statistiquement, on ne représente pas grand-chose. C'est-à-dire sur les chiffres qu'on voit, que ce soit au niveau fédéral, c'est-à-dire les chiffres qui sont compilés par GRC, autre organisme. Nous, on ne représente rien du tout. Une vingtaine de jeunes, à peu près. Exactement. Ça ne représente absolument rien. C'est 0,0 quelque chose. Nous, par contre, on est très inquiets parce que dans notre religion, dans notre culture, ça n'existe pas, ça ne devrait pas exister. Nous, on est choqués de voir ça, même s'il s'agit de quelques jeunes, nous, on ne veut pas ça. Pour nous, c'est contre notre nature. On n'est pas éduqués comme ça, on ne doit pas voir ce genre de choses dans notre communauté. C'est dans ce sens, plusieurs chercheurs de meilleures universités au Canada, Ottawa, McGill, Montréal, etc. Tous ces chercheurs de différents pays qui composent le Maghreb et sont mis ensemble et on a lancé une étude importante sur la santé mentale, sur justement la criminalité. Cette étude est en cours. Nous sommes dans le stade de la collecte des données, des informations. Au mois de novembre, cette étude va être publiée. C'est là on va voir chiffres et une perception faite par des vrais chercheurs sur cette problématique.
mais il ne faut pas répéter ce discours. C'est une erreur monumentale. C'est ce qu'on appelle une erreur réputée. C'est une erreur à la base, mais il a une bonne réputation. Il y a quelques illettrés dans notre communauté qui parlent de ça, mais c'est faux. On n'est pas concerné. C'est-à-dire, nous, on représente rien du tout dans la criminalité de Juniville, donc qui touche à la jeunesse d'une manière générale au Québec ou que ce soit au Canada. Et quelle serait donc la bonne formule Donc nous, par rapport à ce qui se passe en ce moment? Ce qui se passe, donc, nous, effectivement, donc, il y a des homicides, donc, il y a des jeunes décédés, ça, c'est une réalité, qu'on ne peut pas nier. Donc, nous avons d'autres, donc, qui sont en prison, d'autres, donc, qui se retrouvent aussi dans des familles d'accueil, donc, des centres de la DPJ, tout ça est vrai. Mais on doit évaluer tout ça. Et qui peut faire ça? C'est des chercheurs. C'est eux qui sont habilités de faire ce travail au nom de la communauté. Donc, des chercheurs de notre communauté, des étudiants, les meilleurs étudiants de notre communauté font ce travail. D'ailleurs, on a créé un site web pour, nous, on est tellement transparent. Je dirige cette étude. Et donc, on a créé un site web carrément pour cette étude. Tout est public. Justement, la liste de nos chercheurs, tout ce qu'on fait, nos objectifs, donc notre méthodologie, tout est expliqué en détail sur un site web dédié qui est études.soutienmaghreb.ca et dedans, on retrouve tout sur cette étude. Et à ce jour, il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien. Il y a juste des oui-dire. Donc, c'est de la diffamation. Donc, on est concerné, oui, comme toute la société québécoise, canadienne, mais on ne représente pas grand-chose. Ok, donc vous avez minimisé en quelque sorte. Non, mais je ne minimise pas. Donc, mais les parents actuellement s'inquiètent parce que quand on voit les noms des personnes des 11 personnes qui sont décédées, de 11 ou de 10, une dizaine. Non, beaucoup plus, une trentaine. Non, je parle de cette année. Au Québec. Trentaine. Une trentaine. Donc, moi, le chiffre que j'ai, une dizaine, je ne sais pas ce que c'est à Montréal ou au niveau. On a même la carte, parce que dans le cadre de notre étude, nous avons repéré un par un, one by one, carrément, et on les a mis sur une carte. OK. Donc Les noms, c'est des noms maghrébins. Donc exactement. C'est ce que j'ai remarqué. Mais parce que nous, on s'est focalisé uniquement sur ces gens-là. Oui. Mais qui a tué ces jeunes? Désolé. Ouais. Mais ça, j'ai pas fini, désolé. Donc, mais c'est ça, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit là. Mais le grand problème, c'est que il y a c'est les services de la police et des chercheurs qui ont sonné la sonnette d'alarme. Pas chercheurs, mais ils ont dit que voilà, des gangs sont en train de recruter des jeunes, des mineurs. Parfait. Voilà, c'est ça. Donc, laissez-moi juste corriger un détail très important. Donc, ces jeunes décédés, c'est des victimes. Oui. C'est pas des crimes, donc c'est des victimes. C'est des victimes. Nous sommes victimes de cette violence qui est généralisée. Donc, on ne peut pas appeler victime, donc victime comme criminel. Donc, c'est une victime à la base. On n'a pas dit criminel. Alors, qui a tué ces jeunes? C'est d'autres communautés. Donc, on voit d'autres communautés qui sont responsables. Donc, on ne va pas les nommer, mais c'est d'autres communautés. On n'est pas concerné par ces crimes. C'est très important. Cette nuance est très importante. Alors, les chercheurs, j'ai pas vu de chercheurs. Moi, en tant que directeur de cette étude, j'ai pas vu de chercheurs. Donc, il y a juste des illettrés qui parlent. Donc, des gens qui sont complètement sonnés, donc qui parlent de choses qui sont pas vraies. Mais il n'y a pas de travail de recherche. Parce que je vous donne un exemple. Nous, juste pour comprendre ce qui se passe, donc on a fait une demande à un juge, à la Cour supérieure. Et nous avons demandé l'accès à ces dossiers. Donc, nous avons étudié dossier par dossier. One by one. On les a étudiés pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce qu'on a compris, c'est des victimes. C'est pas des criminels. Donc, on est victime de la violence. C'est différent. N'est-ce pas? Je comprends cette nuance. Et oui, c'est un peu délicat parce que ce que vous dites, c'est un peu, c'est des moments que vous dites dans notre religion, on ne voit pas ça, dans notre tradition, dans notre société, ça n'existe pas. Donc, il y a comme une peur qui s'est installée. C'est comme une peur et le fait dans le réseau, ça bouge en ce moment. C'est normal, c'est parce que ça, nous, on ne sait pas ce que c'est, donc on n'a jamais vu ça. Et c'est un peu cette incertitude, cette inquiétude qui s'installe et on a l'impression, mais ce que vous dites, c'est vrai, j'ai déjà vu des articles passés qui parlaient
que c'était minime par rapport à ce qui se passait dans tout le Québec. Mais ça, on n'en a pas conscience. On voit ce qui nous fait mal, ce qui nous touche là tout de suite. On a la tête dans le guidon, on voit que tout ce qui nous concerne. C'est exactement ça. Et il y a comme un travail d'aller rassurer. Qu'est-ce qu'on est capable d'aller faire? Parce que le dernier crime qu'il y a eu, c'est le 26e depuis le début de l'année. Mais on n'est pas concerné par les 26 crimes, donc on a quelques-uns de quelques-uns. Donc, comment apporter... Et ça, c'est le compte d'un journaliste, parce qu'il y a une autre liste qui dit autre chose, évidemment. Parce que pas toutes les affaires sont médiatisées. Oui. Ça, parce que ça, on ne le sait pas. Oui. Parce qu'au tribunal, c'est une autre réalité. C'est quoi cette réalité au tribunal? Parce que le directeur de poursuite criminelle dit autre chose. Parce qu'il y a d'autres chiffres. Ça, c'est les chiffres d'un journaliste. Et ce journaliste n'a pas accès à tous les dossiers. Donc, il y a d'autres meurtres, mais on ne les connaît même pas. Donc, est-ce que vous... Oui, vas-y, Hayek. Donc, en tant que parents, beaucoup plus, parce que c'est ça, on est des parents, donc on s'inquiète. Quand je parle de moi, je parle de... Nous tous, nous sommes tous des parents. Donc, quand on voit à la télé, à chaque fois, il y a un jeune qui est mort, on voit le nom, c'est Aziz, c'est Abdelhaq, pour ne pas citer les noms des victimes. Donc, nous, on s'inquiète. On dit qu'est-ce qui se passe. Et quand on suit l'actualité, ou là on lit les journaux, on voit qu'en quoi il y a des gangs de rue qui recrutent ces jeunes. Pourquoi? Ils disent parce que ces jeunes sont vulnérables, ils subissent des comment ça s'appelle déjà, l'intimidation. En fait, oui, l'intimidation. Ils sont isolés, ils sont marginalisés, donc c'est des proies faciles pour ces gangs. Et en plus de ça, on dit aussi que ces groupes criminels, je ne sais pas comment les qualifier, donc ils disent aussi que au lieu de faire eux-mêmes ces sales boulots, donc ils recrutent ces jeunes. Déjà, le tribunal je sais pas c'est quoi qu'est-ce qui se passe au niveau de leur système judiciaire. Donc ils jugent pas si jeunes en tant qu'adultes. Donc voilà, en général c'est ça, c'est le cri de ses parents. Donc nous on essaye à travers ces ondes, à travers cette émission, à travers vous bien sûr, de les assurer, d'essayer d'éclaircir cette situation. Donc c'est ça. Donc c'est ça ce qu'on veut. Donc je sais pas. Est-ce que vous avez quelque chose à nous ajouter? Moi je suis très informé, donc je connais tous les chiffres par cœur. Je sais exactement ce qui se passe. Mais il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne doit pas dire. C'est une fausse alerte, quoi. Non, l'alerte est réelle. Ça ne concerne pas beaucoup de monde, donc ça concerne une minorité de notre communauté. Le problème existe et des solutions aussi existent. Voilà, donc les solutions existent et c'est ce qu'on est en train de faire au sein du centre. Mais dramatiser, c'est pas pour notre intérêt, parce ça risque de se retourner contre nous. Cette problématique concerne toutes les communautés sans exception. Moi, j'habite dans la région, j'habite à 50 km de Montréal. Et donc, je vois ça tous les jours. Donc, il y a des Québécois impliqués dans le vote des voitures. Donc, il y a des Haïtiens, toutes les communautés italiennes, toutes les communautés sont concernées, sans exception. Donc, on est concerné aussi. Notre communauté est concernée, mais comme tout le reste des communautés. Donc, on n'est pas les seuls. Donc, on n'est pas les criminels de Montréal. On est des victimes de... Exactement. Par contre, nous sommes des victimes. Alors, tout ça parce que on a une particularité, nous, les Maghrébins. Donc, il y a une très grande différence d'un jeune qui est né ici. Un jeune qui est venu à l'âge de 5 ans, entre 0 et 5. Un jeune qui arrive entre 5 et 10. Donc, ces jeunes et un jeune qui arrive entre 10 et 15, et 15 et plus. Ces jeunes arrivent avec des faiblesses. Par exemple, dans la maîtrise de la langue. Nous, par exemple, je peux vous citer des exemples.
Il y a un jeune qui s'est retrouvé au volant d'une voiture volée, arrêté à 4 heures du matin. La police l'a relâché ce jeune avec la présence de son père vers 6 heures du matin. Donc, il y a un dossier ouvert auprès de la DPJ vers 9 heures et le centre était informé vers 9h30. On a rencontré ce jeune et je lui ai posé la question, pourquoi vous avez fait ça? Je vous donne la réponse. Ça, un cas parmi d'autres. Il m'a dit, papa me donne $5. Et moi, j'ai envie d'acheter, il a 14 ans, presque 15 ans, donc j'ai envie d'acheter des choses. Donc, il grandit plus vite, il doit se nourrir plus, et donc son père lui prive d'argent. Parce que son père, pour lui, c'est une stratégie. C'est priver son enfant, donc il ne veut pas lui donner beaucoup d'argent parce qu'il a peur qu'il fasse des choses. Mais l'enfant a trouvé une autre solution. Parce qu'il y a quelqu'un d'une autre communauté lui a proposé un deal, juste de l'accompagner, conduire une voiture pendant 20 minutes et il va se retrouver avec $1000. Donc, ces $1000 ont poussé ce jeune à faire cet acte. Mais ce jeune, c'est une victime. Ce n'est pas un criminel. Donc, le criminel, c'est celui qui est derrière tout ça. Donc, il fait partie d'une autre communauté. On ne va pas la citer, mais c'est quelqu'un d'autre. Donc, on est exploité notre faiblesse, notre perception, parce que nous, en tant que parents, on arrive de différentes régions du Maghreb, on arrive avec ce que j'appelle la valise invisible. Donc, on arrive avec des valises visibles, que tout le monde voit, mais dedans, il y a une autre valise qui est invisible, que personne ne voit, et dedans, il y a nos peurs, nos croyances. Et ces croyances qui sont responsables sur tout ce qui nous arrive. Donc, le papa prive son enfant de l'argent de poche, donc lui donne le minimum, et si on n'est pas suffisant, donc l'enfant a trouvé une solution. Donc voilà, donc ça c'est juste un exemple pour illustrer donc la problématique qui concerne notre communauté. Donc évidemment, le papa maintenant lui donne suffisamment et l'enfant ne fait plus rien. Voilà, donc on a corrigé le tir, on a compris qu'est-ce qui se passe. On a d'autres exemples très pertinents que nous avons étudiés. One by one. Donc pour comprendre pourquoi ces jeunes se comportent ainsi. Mais notre étude va nous permettre de comprendre cette étude communautaire qui est réalisée pour la communauté, pour permettre à la communauté de comprendre ce qui nous arrive. Voilà. C'est ça le travail des chercheurs. Donc, par contre, ceux qui crient sur tous les toits, ils portent préjudice à notre communauté. D'accord. Donc, vous êtes en train de faire un discours rassurant. Donc, non, pas un discours rassurant, c'est un discours réel. Ok. Donc, Hayat, vous avez une question? Écoute, je suis coach en PNL, Oui. donc je comprends tout ce que vous dites. Et oui, il y a un travail de comment je prends le temps de respirer, comment je prends le temps de voir ce qui se passe. Ok, c'est une réalité, est-ce que j'ai du pouvoir dessus? J'ai pas de pouvoir dessus. Moi, par exemple, ces dernières semaines, j'ai un adolescent de 13 ans. Et ce que j'ai fait, c'était de discuter avec lui. Et j'ai entendu un peu cette histoire parfois, parce que c'est des jeunes qui manquent d'argent, donc c'est facile, on leur propose de faire quelque chose, et en contrepartie, tu as de l'argent. Et ben, j'ai discuté sur ça avec mon petit. J'ai discuté sur ça, et là, on a eu une belle discussion voilà, il y a des choses qui se passent. Si tu as besoin de quelque chose, tu viens demander. À l'extérieur, si quelqu'un veut te proposer quelque chose, c'est louche. Réfléchis-y là 2 fois, et viens nous parler à nous. Donc, je me dis, il y a comme un discours à avoir et calmer, et ça part d'abord accueillir ce qui se passe, pour ne pas être dans l'alerte. Parce que c'est pas bon. Si je suis dans mon état d'alerte, ben moi je vais pas me sentir bien et puis il y a tout un truc qui se passe environnemental. Et tout à l'heure, donc vous êtes le directeur exécutif du Centre d'écoute et d'aide pour les Maghrébins du Québec, qui existe depuis 2022, c'est bien ça? Exactement, je confirme. J'ai vu des chiffres sur votre site. Alors, plus de 325 jeunes suivis, accompagnement sans jugement. Mais ça, c'était avant. Ça a augmenté depuis. Je crois on suit plus de 700, je crois. Peut-être on est à 800 jeunes. Ouais. Alors, on a le plus grand groupement de coachs certifiés PNL. Bien. يال الدور دونك نسوي دمسلاي في تمثال يشودنا تمتي اما تسادمسا اما تسرتيث دونك اساكي ما كنت زواره دكم مسلاي اساكي نفقنا دمس الامين سرحاني يقلان ذا سلواي عظيم ضبار لو سونتر ديكوت ايداد بور دي مغربان يدي نولفان دوبوي ناو قولفين 22 دونك بور دونك الزفلوان دونك يثيك النظام دونك قيمة ديالنا علامة 9 دونك
Pour une autre fois, on est avec Hayat et Monsieur El-Amin Serhani. On va rappeler que c'est le directeur exécutif du Centre de l'écoute et d'aide pour les Maghrébins. Donc, avant les Maghrébins plutôt. Donc, avant de répondre à la question de notre collègue Hayat de tout à l'heure. Donc, j'aimerais bien avoir un petit résumé de quoi il s'agit, Monsieur El-Amin. C'est quoi le rôle de ce centre d'écoute? Pourquoi d'ailleurs un centre d'écoute et d'aide? Donc, en 2022, donc, on a travaillé sur 5 études. 5 études donc, que nous avons élaborées. Et ces études, donc, on a travaillé sur plusieurs thématiques. D'abord, on voulait comprendre qui nous sommes. Donc, on a acheté le fichier auprès de Statistique Canada, donc le dernier recensement 2021. Donc, les chiffres ils étaient publiés en mois de novembre 2022. On a acheté ces chiffres, donc on a compilé ces chiffres. On voulait savoir qui nous sommes d'abord et quel est notre positionnement. Quand vous parlez de nous, c'est qui? Nous, les Maghrébins. Ok. Donc, tous les pays qui composent le Maghreb, les 5 pays. Donc, parce que le Québec nous considère comme des Maghrébins. Donc, il ne fait pas la distinction entre les pays du Maghreb. Donc, il ne fait aucune distinction. Donc, on est considéré comme des Maghrébins. Dans les statistiques aussi. En tant qu'individu, ou vous parlez d'un autre organisme qui a cherché ces statistiques? Non, c'est l'organisme. Donc, on a fait c'est un organisme. Donc, c'est des Maghrébins. Donc, on s'est mis autour d'une table. On a créé cette association. L'objectif est de comprendre qui nous sommes. Voilà. Donc, on a fait ce travail pendant 2 années quand même. Donc, en 2022, 2024. Et en 2024, donc, on était bien évidemment frappé par l'actualité québécoise, canadienne, donc, sur les problématiques qui concernent notre communauté. Donc, il y a plusieurs problématiques. Il n'y a pas que la criminalité auprès des jeunes. Il y a aussi d'autres problématiques comme le divorce, il y a énormément de choses. Donc, la discrimination. Donc, il y a énormément de choses. Et donc, on a travaillé sur tout ça, et donc, on a essayé de trouver des solutions. Donc, on a proposé ce qu'on appelle des recommandations. Donc, on a travaillé sur des recommandations pour chaque problématique. En 2024, donc, on a compris que les membres de la communauté, ils ont besoin d'aide. Une aide directe. Je vous donne des exemples. Par exemple, les membres de notre communauté se retrouvent avec des problèmes avec les propriétaires, et donc, ils abandonnent et ils connaissent pas leurs droits. Ils connaissent rien du tout. Ils savent pas comment ça fonctionne. Ils perdent leurs droits devant les propriétaires, par exemple, dans l'allocation, par exemple, des condos. Ils perdent leurs droits, donc, sur plusieurs niveaux. Donc, que ce soit au niveau du travail, etc. Et donc, on a compris ça, et c'est là on a créé le centre. Le centre, au début, donc, on voulait offrir un service juridique. Donc, aussi de l'écoute, parce qu'on a compris que l'écoute est importante. Et on a constaté ça le premier jour. Donc, dès qu'on a lancé cette ligne d'écoute, donc il a marché. On a reçu beaucoup d'appels. Et d'ailleurs, les chiffres qui sont publiés, donc ça émane de ce besoin, sachant que le centre n'est pas très connu. Nous, on fait tout pour ne pas justement, on ne cherche pas à communiquer sur le centre parce qu'on n'a pas envie de se retrouver demain avec beaucoup d'appels. Donc, on fait ça exprès. Donc, on fait une communication mesurée, comme on appelle. Donc, on gère notre communication au fur et à mesure. Donc, il y a un besoin. Et le centre, c'est la réponse à ce besoin. Donc, c'est une réponse sur mesure. Parfait. Okay. Vous disiez au début, donc là, c'était par rapport pour résoudre les défis qu'ils avaient. Ensuite, ça a évolué avec le temps. Exactement. Alors, ces défis entravent notre développement, autant qu'individu, autant que société, autant que communauté. Donc, d'ailleurs, les chiffres que nous avons obtenus, le dernier recensement, prouvent qu'on a des lacunes. Donc, on a 14 problématiques qui entravent notre développement, autant qu'individu. Donc, pourquoi nous, on a des problématiques pour l'accès à la propriété, pourquoi on a des lacunes, pourquoi nos diplômes ne sont pas reconnus, notre expérience n'est pas reconnue. Comment, justement, quelle solution trouver, justement, pour chaque problématique qui entrave notre développement. Et c'est là, le centre, c'est une réponse sur mesure pour toutes ces problématiques. Donc, le centre, c'est une équipe, c'est des bénévoles, c'est des membres de notre communauté, 97 bénévoles pour l'instant, qui travaillent donc d'une manière bénévole, sans être payés, pour résoudre les problèmes de leurs propres, donc des membres de la communauté. Donc, d'après vous, donc c'est quoi les besoins de
de notre communauté? C'est quoi les appels, c'est quoi les besoins qui se répètent? C'est quoi je sais pas, qu'est-ce qu'ils cherchent beaucoup plus? Donc, moi, je connais par cœur, en tant que directeur de ce centre, donc je fais que ça. Donc, d'abord, c'est des problèmes d'immigration. Donc, c'est-à-dire le gros des demandes qu'on reçoit, c'est en lien avec l'immigration. Donc, des demandes faites auprès de l'IRCC, donc de l'abus de quelques avocats, je dirais, quelques conseillers en immigration. Donc, il y a beaucoup d'abus. Et donc, ces gens-là, viennent nous voir justement pour les aider à s'en sortir. Donc, il y a aussi une particularité en 2024, c'est que le Canada, a lancé un programme pour les travailleurs temporaires. Et donc, ces travailleurs se retrouvent avec un contrat fermé avec une entreprise. Et souvent, ils se retrouvent dans une position vulnérable. Donc, et nous, on est là pour les aider justement à s'en sortir. Donc, le centre rédige une lettre, donc fait l'enquête et adresse une lettre à l'IRCC pour permettre à notre membre de notre communauté, justement, d'obtenir un permis ouvert qui va lui permettre de travailler dans l'entreprise de son choix. Voilà, donc on fait ça. Ça, c'est je dirais, c'est la position numéro 1. Donc, on a l'immigration. Juste après l'immigration, c'est la DPJ. Ah, ok, quand même. Ouais, exactement. Juste après, donc, la DPJ, parce qu'il y a beaucoup de signalements. Des signalements viennent de partout. De l'école, des médecins. Un article aujourd'hui donc confirme que les médecins touchent même une rémunération de $240 pour justement dénoncer un individu, donc une famille ou un enfant. Donc, il y a beaucoup de signalements. Ces signalements viennent de partout. J'ai pas compris cette affaire de 200. Comment? J'ai pas compris cette affaire de 200 de médecins. Exactement. Il y a un article publié aujourd'hui sur le Journal Le Soleil, donc il nous parle de ça, de cette rémunération donnée aux médecins pour justement signaler des enfants auprès de la DPJ. Donc, ils sont même rémunérés pour le faire. D'accord. On vient de l'apprendre aujourd'hui. Donc, mais les signalements viennent de partout. Et les familles maghrébines se retrouvent avec un intervenant de la DPJ. Cet intervenant, souvent, il a une maîtrise en criminologie, donc c'est quelqu'un qui est très bien outillé. Et en face, c'est une famille modeste, donc avec des difficultés d'intégration, avec cette valise invisible, ses croyances, et donc, ils se retrouvent face à tout ça, et donc la famille n'arrive pas à s'en sortir. Ils font appel à nous. Heureusement que la loi, parce que la loi au Québec, donc, permet à ces familles d'avoir un accompagnant. Quelqu'un qui les accompagne avec la DPJ. Nous, on accompagne ces familles auprès de la DPJ. Donc, on est mobilisé tous les jours que je fais pour accompagner ces familles auprès de la DPJ. On les accompagne, on rédige des rapports et des fois, on peut même contester des choses dites dans les rapports, que ce soit des rapports d'intervention ou les rapports d'orientation et même au-delà à la cour de la jeunesse. Et vous avez eu des fins heureuses, si on peut dire, où les choses se sont Il y a même des arrangées? juges qui ont carrément adopté notre conclusion. On est très heureux. Félicitations. Il y a même un jugement qui ordonne à une famille d'être suivie par un centre. Ils n'ont pas dit le nom de centre, mais ils ont ordonné qu'ils soient suivis par un centre. Donc, vous commencez à avoir votre... Non, mais ça, c'est ce travail de nos juristes. Ouais. Donc, c'est des avocats, membres de notre communauté, qui font ce travail gratuitement. C'est important de le souligner. Oui. Tout à fait. Donc, j'ai une question. Récemment, j'ai entendu un parent qui est d'ailleurs, c'est une maman qui voit son enfant en train sur le chemin de la dérive. Donc, elle a récupéré, si on peut dire ça, par justesse. Donc, ce qui m'a interpellé, au fait, c'est que elle n'a pas trouvé une oreille d'écoute. Donc, au moment où là, on voit tout un centre avec beaucoup de moyens, je parle humain. Ouais. Donc, mais pour elle, il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas une personne, il n'y a pas un organisme. Elle n'a pas trouvé un organisme pour trouver des solutions, pour essayer de La soutenir. Oui, c'est ça beaucoup plus. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a fait pour sauver son fils? Elle l'a envoyé à son pays d'origine. Donc, ça, c'est une question. Est-ce que
vous venez de nous dire, bien sûr, que, en quelque sorte, vous avez fait exprès de ne pas s'afficher pour ne pas avoir beaucoup d'appels. Mais là, il y a des familles en détresse, il y a des familles qui ont besoin de ce service. Une autre question, désolé. Je réponds à cette question parce que les comme oui, ok. on parle de détresse. Oui. Donc pour nous, c'est la red flag. Donc détresse, c'est priorité one. Donc on doit traiter immédiatement. Alors laissez-moi juste vous dire, par exemple, moi, j'étais pour ma mère, je suis pour elle, pour ma mère, Allah yarhamha. Donc pour elle, je n'étais pas un jeune droit. Bon, par contre, mon frère était applaudi par ma mère. Sachant que j'ai obtenu le meilleur diplôme après. Je travaillais pour la plus grande institution au monde. Parce que, justement, dans notre valise invisible, nos croyances, on pense que l'enfant il n'est pas bon. Parce que nous, on est différents. On ne peut pas aujourd'hui calquer notre éducation dans notre pays natal, ici. Donc, les jeunes, ils ont besoin de liberté. Ces jeunes, c'est nous, par exemple, dans notre pays d'accueil, dans notre pays d'origine, ou notre pays natal, pour nous, ce qui est important, c'est avoir une maison, être propriétaire d'une maison, avoir une voiture, le frigo plein. Mais ici, c'est autre chose. Lui, sa priorité numéro 1, c'est sa liberté. Il veut être libre de penser, libre de choisir. Et nous, on n'arrive pas à comprendre ça. Les enfants sont différents, ils sont pas comme nous. Et on va jamais réussir de les conformer leur vision à la nôtre. C'est une erreur monumentale. Nos jeunes sont différents, ils sont nés ici. Ils rêvent en français. Ils sont pas comme nous. Et donc, ils sont épanouis comme ça. Par contre, il y a des red flags. C'est-à-dire en cas de consommation, donc, parce que n'oubliez pas que la consommation est légale ici. Ce matin, une madame nous appelait à 7h01. Il nous a expliqué que son enfant a fugué donc depuis 3 jours. Je lui ai posé la question, est-ce que vous avez appelé le poste de police? Il m'a dit oui. Je lui ai demandé le numéro de poste. On a appelé ce poste de police. Il nous a expliqué que l'enfant se porte bien. Ils ont essayé de le joindre. Il dit qu'il est dans un chalet avec ses amis. Pour la police, il n'y a pas de problème. Mais pour sa mère, c'est la catastrophe. C'est la cata. Il doit absolument rentrer. Mais lui, il est différent. Il n'est pas comme nous. Et il y a aussi quelque chose d'important. Nos jeunes, à l'âge de 15 ans, il y a un changement hormonal dans leur corps. La puberté. Exactement. Donc, il passe d'un enfant à un homme. Qu'est-ce que tu as? Je suis en plein dedans. Voilà, pour votre enfant. Pour mon garçon, il a 13 ans. Exactement. Donc, il est en train de changer. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vivent ça. Exactement. Ouais. Donc, ce changement hormonal, donc, nos enfants, maintenant, il est fort, il se sent fort de l'intérieur. Il ne sait pas ce qui lui arrive lui-même. Ouais. Il est fort, il est capable de faire énormément de choses. Et donc, il a envie de s'épanouir à sa façon. On ne peut pas l'empêcher. Par contre, on doit l'encadrer. Le rôle des parents, c'est encadrer ses enfants et de ne pas le punir Ça, ou le priver de sa liberté. Ça, c'est... oui, d'accord. Donc, on a compris. On va revenir à ce point. On va essayer de développer ce point. Donc, pour ma question, c'est que pourquoi nous, on ne signale pas quand on voit notre enfant fréquente des jeunes, ou je sais pas moi, là, où on trouve de la drogue ou des armes chez lui ou avec lui. Donc, pourquoi on ne les signale pas? Pourquoi on n'essaye pas de se rapprocher des centres québécois, par exemple, ou je sais pas, les services de la police, ou pourquoi nous, les Maghrébins, on hésite ou on a peur de signaler nos enfants? Parce qu'ils risquent de se retrouver dans... Donc, on va ouvrir des dossiers. Alors, justement, parce qu'il y a une confusion, parlant des institutions. On va signaler auprès de qui? Par exemple, si on appelle le poste de police du quartier, il va vous dire que votre enfant se comporte non, comme son enfant, comme son propre enfant. Il réclame sa part de liberté. Il a plus de 14 ans, donc il a le droit de dire non. C'est son droit.
parce que c'est la société québécoise qui lui donne ce droit. Et nous, on se retrouve dans ces sociétés qui est différente. Donc, par rapport à nos croyances. On a deux options. Soit on adopte ces croyances, ces règles, parce que c'est des lois. On va s'adapter. Exactement. Ou quitter. Donc, on n'a pas trop le choix. On ne peut pas imposer notre vision des choses donc sur la société d'accueil. Il n'y a aucun moyen. Bien sûr, le seul moyen, c'est d'avoir des députés, aller au Parlement, et donc modifier ces projets de loi, ces lois. Donc ça, c'est le parcours logique, c'est ça. Sinon, cette société fonctionne comme ça. Il fonctionne super bien. Si on est ici, c'est parce qu'on est content d'être ici. Donc on ne peut pas venir et vouloir changer donc la perception de la société du comportement de nos jeunes. Moi, je vais parler de faire une mise à jour. J'utilise souvent ça quand on immigre. Ça nous prend de faire une mise à jour de notre programme. Donc, on est dans un nouveau pays, on a quitté, il y a un deuil à faire, on n'est plus dans notre pays d'accueil. On est là. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous adapter? Et moi, en tant que maman, comme mon ado est devenu le jeune homme qu'il est maintenant, il y a eu comme une confrontation et ça a pris de faire un travail sur moi d'abord. Et puis, pour que je puisse ensuite accueillir ce jeune homme en devenir, qui lui se cherche. Maintenant, je me sens plus à l'aise à l'accompagner dans son cheminement. Et vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez plusieurs ateliers que vous offrez pour les familles. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et c'est avec quoi ils repartent après? Donc, c'est des coachs comme vous, donc qui ont fait peut-être la même école. Et si c'est ça, vous avez fait ici, ouais. Exactement. Donc, c'est des coachs de la même école comme vous. Donc, c'est des coachs certifiés. Et donc, ils ont cumulé comme un nombre d'heures très important. 1080. Exactement. Ils ont suivi une bonne formation. Oui. Et donc, ces coachs, ils sont membres de notre communauté et offrent des ateliers gratuitement aux membres de notre communauté. C'est tellement précieux. Exactement. Oh. Et pour vous, parce que oui, malheureusement, pour la majorité des parents, donc, il ne voient pas l'intérêt quelque sorte d'assister à ces... Mais bien sûr, c'est full tout le temps. Donc, on a des coachs qui sont célèbres maintenant, donc au sein de la communauté. On a d'autres qui aussi arrivent à remplir la salle. Et donc, ils assistent, donc ils proposent des outils, parce que la PNS, c'est quoi? C'est des outils très puissants. Ouais. Donc, on met à la disposition des parents, justement, pour mieux dialoguer avec leurs enfants, justement, trouver des solutions. Donc, au lieu de dialoguer, communiquer, au lieu de créer l'enfant, donc, se comporter comme on fait chez nous. Oui, on va désamorcer des situations. Exactement. Ouais. Moi, j'essaie d'utiliser des mots simples pour comprendre un peu comment ça se passe. Donc, ces outils sont simples qui permettent justement à ces parents de mieux communiquer avec leurs enfants et de trouver des issues à des problématiques qui se trouvent dans le foyer familial. Le temps passe vite. Oui. Vraiment, c'est agréable de vous recevoir. C'est enrichissant. Donc, Hayat, tu peux nous rappeler seulement les numéros de téléphone et comment contacter parce que c'est très important. Alors, le site, les informations, c'est sur soutienmaghreb.ca? Exactement. Ok. Donc, c'est facile. soutienmaghreb.ca. C'est le premier numéro. Et le numéro de téléphone? C'est celui-là. Donc, c'est le premier numéro. Donc, c'est le +1 438 600 3773. Exact. Donc, vous êtes ouvert à partir de 7h du matin? En fait, on reçoit quelques exceptions, mais c'est entre 9h et 20h. Et 20h. C'est 7 sur 7. 7 sur 7. Quelques conseils pour les parents, pour ne pas s'inquiéter, ou qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut se préparer pour... Alors, si on se base sur les standards, nos références à nous, de nos pays, donc c'est très grave. Donc, c'est la red flag, c'est le drapeau rouge. Rien ne va. Mais exactement. Par contre, dans la société québécoise, c'est tout à fait normal de voir le jeune. Donc, même quand il se révolte, donc c'est un gage, sa personnalité se développe. C'est tout à fait normal. Il faut l'accompagner au lieu de justement de croire que notre enfant il est dans la dérive. Mais non. Et pour éviter qu'il tombe dans ces gangs qui recrutent. C'est très simple. Il faut l'occuper. Et nous, on a une chance d'avoir des coachs dans notre communauté. Alors, les coachs jouent un rôle très important.
Les coches, ça coûte zéro. Ça coûte zéro parce qu'il y a une assurance qui est, donc, l'assurance, ça coûte vraiment $0. Et donc, il faut aller vers ces coches. Exactement. Exactement, ces coches, ils sont capables ils sont capables d'accompagner nos parents. Et surtout, ils sont membres de notre communauté, ils connaissent notre réalité. Et ils sont capables de nous accompagner. C'est ça. Un dernier mot. Donc, soyez solidaires. Donc, on doit tous travailler pour le bien de notre communauté, pour permettre à notre communauté de s'épanouir dans cette belle terre d'accueil. Hayat. Ça a été un plaisir de vous recevoir, M. Selhani. Merci beaucoup. Bonne continuation dans ce que vous faites. C'est exceptionnel pour notre communauté. Merci. Et puis, plein d'autres réalisations. Merci. D'accord. Merci pour vous. Merci Hayat. Merci Monsieur Al-Amin. Donc, merci pour tout le monde. الزوف الأول تنبث من متقيم يرمي